Hello tout le monde. Bienvenue pour, ce point du vendredi sur les tendances, 2023. Donc avec, Victoria, on va vous présenter, ce qu'on a pu, repérer, pour cette année, avec quelques survivants, de l'année dernière et après on vous montrera quelques exemples au fur et à mesure. Donc dans un premier temps, on va parler avec une petite introduction. Ensuite, on va vous montrer des survivants de 2022, puis les nouveautés de 2023 et une petite étude de cas sur des choses qu'on a déjà faites. Donc l'introduction. Alors pourquoi suivre les tendances 2023? Victoria, tu es là, c'est bon? Oui, je suis là. J'ai Salut pas tout le si monde. tu arrivé. Alors au niveau des tendances 2023, donc pourquoi on veut vous faire suivre des tendances? C'est parce que chaque année, ça évolue au fur et à mesure et c'est toujours bien de se mettre un peu à la page pour, que notre site paraisse toujours, à jour et moderne, en fait, par rapport, à la temporalité dans laquelle on se trouve. Hem Et c'est toujours un moyen de nous challenger, en fait, d'essayer de mettre des nouvelles, tendances dans les prochains travaux qu'on va vous fournir, à développer. Donc c'est le but de ce point du vendredi chaque année. Je sais pas Victoria si tu veux dire quelque chose pour compléter? Non, tout est très clair, je pense. Alors, du coup, on va passer à la suite. À vous montrer donc des survivants. Alors, donc on a le néo-brutalisme, donc qui est une tendance, qui s'est pas mal mis en place, au fur et à mesure là, cette année et qu'on voit un peu partout maintenant avec des designs un peu colorés, très structurés, très bruts. Et c'est une tendance qui vient de l'architecture des années 50 et c'est parfois considéré comme criard à cause des associations de nombreux motifs et de la géométrie. Et contrairement au brutalisme minimaliste, parce qu'il y a différents styles, cette année on a englobé ça plus sur du néo-brutalisme, ça s'appelle. Ça a donné, naissance à des interfaces intuitives mais extrêmement uniformes. Le néo-brutalisme, ça rend le design, plus aventuré et plus coloré. Donc là, on peut voir sur des petits exemples, qu'on peut très bien avoir quelque chose de totalement déstructuré avec, mais très brut avec, du noir et blanc. Comme on peut avoir des interfaces un peu, colorées, mais où il y a pas beaucoup d'effets. Tout est un peu flat et cetera. Donc c'est un peu ça le brutalisme. Ouais, l'idée, c'est de, s'affranchir un peu des codes du design. Donc on va pas travailler sur des grids, on va plutôt, on s'en fout des repères, on se fiche de centrer ou d'aligner, les éléments et du coup, c'est un style qui nous plaît beaucoup, je crois. Je crois que tu confirmes, Cindy et parce que ça laisse beaucoup de place à la créativité. C'est ça. Après faut voir avec quel, client, toujours on peut faire ce genre de choses-là, mais ça passe très bien, on peut le voir là sur, du B2C, mais je pense que c'est totalement aussi applicable sur des interfaces, comme on a l'habitude de faire, des outils, professionnels. On peut très bien avoir des outils professionnels avec, très droit, avec des bords, des couleurs, je pense que ça marcherait très bien aussi. Une autre survivante de 2022, on a le nostalgic design. Ouais, donc le nostalgic design, c'est un peu la Madeleine de Proust des designers, issus des années 80 à 2000. Depuis quelques années, on est un peu baigné dans cette esthétique rétro et du coup, le nostalgic design, c'est vraiment des interfaces où on va faire référence à ces années-là. En 2023, par exemple, j'ai beaucoup vu les années 90 à l'honneur. Donc, on va, par exemple, utiliser énormément de couleurs. On va vraiment abuser sur les couleurs flashy. On va laisser les bords visibles. On va utiliser des polices XXL qu'on va mettre en gras. On va styliser les boutons comme des stickers, par exemple. Du coup, étant de la génération Y, j'aime beaucoup. Voilà. On en avait déjà un peu fait quand on regarde avec, bah, le Rewind to the Future, l'exposition qu'on avait fait, on s'était pas mal, inspiré un peu des années 90, hein, totalement. Donc c'est une tendance qui est assez sympa et oui, qui nous rend un peu nostalgique, quoi, du coup.
Un autre survivant, enfin qui n'est pas vraiment une tendance, on va dire, mais il le met toujours un peu dans les survivants, c'est le dark mode. Ça réduit la fatigue oculaire quand on a des interfaces qui sont un peu comme celles de droite, c'est-à-dire avec des photos, des grands textes et cetera, parce que c'est quelque chose qu'il faut éviter. Par contre, quand, on a des sites avec beaucoup de texte, parce que sinon on va avoir, au contraire, des effets un petit peu qui vont apparaître sur les yeux. Genre, si vous regardez une page avec du texte blanc sur du fond noir, vous avez regardé un mur à côté où les lignes, vous allez les voir en persistance au niveau de l'œil. Ça joue un rôle, par contre, fondamental dans l'expérience utilisateur. Ça va, par rapport à des fois un site un peu de luxe, on va préférer le faire sur un fond sombre. Pareil pour un site un peu de vidéo comme Netflix, etc. Et c'est plus facile à lire quand c'est sur ce genre de choses-là. On est sur une économie de batterie si on ne parle qu'au niveau, un petit peu, économie d'énergie et ça limite aussi les reflets à l'écran, ou les avec la lumière bleue aussi. Et du coup, on enchaîne avec les animations et les micro-interactions, qu'on essaye, moi et Cindy, je crois, d'intégrer le plus possible dans les interfaces parce que ça, participe beaucoup à l'expérience utilisateur, ça raconte quelque chose, ça ajoute du storytelling et ça du coup, on a des interfaces un peu moins moroses. Et voilà, ça donne vie aux écrans, aux images statiques et cetera pour les rendre un petit peu plus immersifs et grâce à des outils comme Figma et XD qu'on utilise et ben, on peut, tout à fait, créer des prototypes, plus ou moins élaborés avec ça et donc après c'est à vous finalement de les intégrer derrière. Donc je pense qu'on vous embêtera un petit peu plus cette année peut-être bah, pour faire cet effort-là. C'est ça, en fonction de ce qu'on gagne, hein, comme, projet, si c'est des sites, B2C, forcément et des sites, vitrines, on aura plus de choses comme ça à intégrer que quand c'est sur des outils. Mais même sur des outils, ça va pouvoir nous arriver de vous faire un prototype où on va vouloir, animer un déplacement d'une carte ou, animer un bouton, tout simplement, pour, que ça, vous puissiez l'intégrer et maintenant avec nos outils, c'est vrai qu'on peut vous faire un prototype et que vous voyez, très clairement, ce qu'on veut vous expliquer. Au lieu de vous dire: «Bah, je veux que ça se déplace de gauche à droite», bah, on pourra essayer de vous le montrer, au niveau de l'interface et que ça soit plus facile pour vous, pour l'intégration. Ouais, c'est ça. Donc il faudra juste prendre en compte le temps, bah, supplémentaire du prototypage quoi, qui inclut ces micro-interactions et qui ne prennent pas juste 2 secondes à créer. C'est ça, ouais, faut prévoir, nous, dans le temps de design mais aussi dans votre temps d'intégration quand on a besoin, quoi. Les nouveautés de 2023. Donc le neumorphisme, c'est un style qui est la synthèse du flat design, donc c'est du design à plat et du skeuomorphisme qui, pour rappel est la conception d'éléments graphiques qui imitent, on va dire des sujets du monde réel. Ça a été propulsé par, Apple notamment. Donc le neumorphisme, est de retour cette année. C'est un style qui n'essaie pas, cette fois d'imiter des objets du monde «réel» entre guillemets, mais qui va jouer avec, les ombres et les lumières pour donner du relief à une interface, un aspect, 3D et notre avis, c'est que enfin moi je trouve que c'est pas laid, c'est pas vilain, mais ça ne répond pas trop au principe, du X et ça ne répond pas du tout à l'accessibilité, en fait. Du coup, à utiliser avec, parcimonie, sur des dashboards, par exemple, mais pas trop approprié pour le reste, quoi. C'est sympa sur un portfolio, mais c'est pas très accessible. Là où vous voyez à droite, on a un petit exemple, tout est assez blanc, quoi, c'est pas non plus très fun à regarder, je trouve, donc c'est En pas fait, une le sortie, souci je pense. avec ça, c'est surtout qu'on a du mal à voir souvent, les boutons appuyés C'est ça, ou
en relief encore. Enfin, on a du mal à savoir ce qui est, actif ou comment dire, inactif. Voilà. Celui-là, par exemple, le bouton de droite, on voit qu'il est enfoncé, mais pas les autres, enfin, il faut avoir l'œil pour le voir, quoi, sur ce genre d'interface. Mmh. Là, on a d'autres exemples. C'est ça. Donc Ouais. là, on a les petits icônes d'Apple qu'on connaît bien et je sais que le neumorphisme, comment dire? Rend mieux sur un fond sombre que, plutôt sur des interfaces, très blanches parce on distingue mal les éléments, du coup. Alors, la prochaine tendance, c'est, du Summary Grid ou CSS Grid. En 2023, les concepteurs de sites web, s'appuient beaucoup sur, un style asymétrique et la disposition en grille CSS, c'est devenu populaire pour apporter de la puissance à la mise en page imprimée sur le web, en gros. C'est une manière simplifiée, de faire des «sites» entre guillemets. C'est une méthode de mise en cascade en grille par les feuilles de style. Donc ça, pour, les développeurs, ça vous parle et c'est plus facile, on regarde même d'un niveau responsive, hein. Il suffit, qu'on mette, les blocs l'un sous l'autre, ça va pas demander, un redéveloppement très compliqué, ce genre de site-là, pour le mettre en responsive. Et ça donne un aspect, assez propre. Il y a le site de Revolut, par exemple, là, on voit qu'ils ont adopté ce style-là, avec, des cartes très colorées, mais on voit que c'est, simple dans la mise en page et au niveau, sur le mobile, hein, il y aura juste à mettre, les cases les unes sous les autres et c'est plus attrayant, en fait, que de mettre des listes, ennuyeuses, quoi, sur les sites, ou d'avoir, des fois, des éléments un peu par-ci par-là ou d'avoir trop d'animation. Là, ça permet de faire un site un peu simplifié. Là, on peut montrer d'autres exemples. Typiquement, c'est Apple, hein, aussi, hein, qui a lancé cette tendance parce que, ils travaillent beaucoup avec des cases, en fait. On peut le voir, sur cette photo-là, on l'a aussi ici. Il y a Google aussi qui le fait un petit peu, hein, sur, l'assemblage des photos. Donc c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et qui est aussi adapté au mobile first. Et autre tendance de cette année, ça va être, les illustrations 3D, qui sont de plus en plus recherchées. Donc c'est une mode, je pense, qui va pas ralentir de sitôt parce que, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, sont de plus en plus populaires et le principal défi, de ces interfaces-là, c'est déjà de savoir faire des illustrations en 3D et de les intégrer sans ralentir le temps de chargement d'une page. Donc notre avis, c'est que la 3D, c'est trop cool, mais je ne sais pas en faire malheureusement, mais je trouve que ça met en avant un produit ou un service, de manière, singulière. Ça permet de se démarquer, assez vite de sa concurrence. Ça, heureusement qu'on a après des sites, qui vont nous permettre de trouver des illustrations 3D, hein, qu'on utilise déjà comme Freepik et cetera. Ou, Ouais, tu en as plein d'autres en gratuit, mais c'est vrai que ouais, le souci, c'est que les sets qu'ils proposent, les kits, tu as peut-être 5-6 illustrations max dedans et tu peux pas vraiment personnaliser du coup. c'est ça. D'où, après dans la complexité, avoir, à l'avenir, maintenant des outils, de DALL-E et cetera, hein, qui pourront peut-être nous aider dans l'avenir, quoi. Là, on va avoir d'autres exemples. Alors, tac. Un peu pâte à modeler, Ouais, les personnages. Ça ramène un petit côté fun, je trouve, j'aime bien. ouais, Après, j'aime ouais, bien c'est vrai aussi. qu'il faut trouver les illustrations, appropriées Faut pour quelqu'un qui sache les faire, mais du coup, le budget, explose, je c'est pense. ça. À chaque fois, hein, sous les photos, on vous met d'où ça vient si vous voulez aller voir. Prochaine tendance, c'est les gradients. Alors, ça, il y a quelques années, les dégradés, ça semblait un peu dépassé. Tout le monde voulait avoir des mises en page solides et minimalistes avec des belles photos et ça a changé. Parce que ça faisait un peu vieillot ou passé, quoi et par contre, les dégradés modernes, c'est beaucoup plus complexe maintenant aujourd'hui.
Ça partage des caractéristiques de gradient maillé et de couches floues de glace-morphisme. Comme on peut voir à droite, on voit que c'est pas simplement un dégradé, quoi. C'est des taches de couleur qui ont été un peu floutées avec du glace-morphisme. Et c'est ce genre de gradient en fait qui arrive cette année. Ça peut être appliqué pour des remplissages de textes. C'est pas seulement aussi sur des fonds. Et c'est une tendance qu'on aime beaucoup. Et ça donne tout de suite un aspect moderne au site. Là, on voit que c'est un petit dégradé animé et ça fait très futuriste. On aime beaucoup. Et dans les prochains exemples, on voit que Apple, par exemple, avec le remplissage de texte, l'utilise pour leurs textes. Pareil ici. Et Swile, pareil, le dégradé avec le glace-morphisme par-dessus. Donc il y a Ouais. beaucoup de sites qui l'utilisent maintenant. Et Instagram aussi a revu toute sa charte avec des dégradés partout. C'est ça, il me semble que c'est même un des premiers qui a fait ça Ouais. au niveau des dégradés. Ouais, c'est un peu eux qui ont ramené la tendance à la vie, quoi. Hop. Et on arrive à la fin de la première partie. Ouais, on va parler brièvement de l'intelligence artificielle dans le design. À quoi ça nous sert concrètement à améliorer nos compétences, encore une fois, à générer des idées, des pistes créatives assez rapidement, donc gagner du temps et rester à jour sur les dernières tendances, fluctuer notre imagination, etc. En fait, ça va pas remplacer notre métier, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de remplacement de métier à cause des intelligences artificielles. Un robot pourra jamais remplacer le côté patte artistique, on va dire, d'un humain. Mais disons que ça va pouvoir nous faciliter la tâche pour certaines choses, améliorer nos compétences, générer des idées, gagner du temps, rester à jour avec les dernières tendances ou jouer avec notre imagination. Typiquement, on va vouloir, comme on disait tout à l'heure, pour les personnages 3D, si à un moment on a un set mais on n'a pas ce qu'il nous faut, pourquoi pas passer par une intelligence artificielle et lui demander de nous créer des personnages en 3D pour telle ou telle situation. Et plutôt que de chercher pendant des heures sur un site de 3D ou demander à quelqu'un de nous faire les illustrations 3D, voilà, ça nous fait gagner du temps et en même temps, on peut avoir tout ce qu'on veut, quoi. Seul inconvénient, c'est que c'est des outils qui sont pas très accessibles aujourd'hui, qui sont payants, qui sont compliqués à l'utilisation. Ouais, et je me demande aussi si ça touche pas, tu sais, les droits d'auteur par rapport à l'utilisation, notamment des illustrations, etc. Je pense qu'il y a eu pas mal de soucis vis-à-vis de ça. Après, concernant le travail, je pense que l'IA, dans tous les cas, ça va pas affecter, comme tu dis, notre travail entièrement, mais peut-être une partie. On pourra déléguer peut-être plus tard une partie rébarbative, quoi. On va faire appel à une IA pour gagner du temps principalement, je pense. Mais C'est tout ça. déléguer, c'est impossible parce qu'on pourra pas, parce que le robot ne pourra pas, comment dire, être aussi créatif, je pense. C'est ça. On pourra imaginer peut-être qu'à l'avenir, je sais pas moi, en fait, il nous aide sur le responsive, je sais pas, on fait une interface desktop, il nous la passe en mobile tout seul ou quelque chose comme ça. Mmh. Enfin, il peut y avoir Ça, ce serait imaginer cool. plein de choses là-dessus, ouais. Vraiment Ou même bien. des déclinaisons, une page, il change tout seul les textes, les blocs. Ouais. J'en ai vu, quelques-unes du coup qui restent assez sommaires. C'est-à-dire qu'on a des IA maintenant qui permettent de générer des logos. Les résultats sont pas foufou, mais par contre, c'est vrai que ça donne des bonnes idées. Un bon point de départ, en fait. Et pareil, j'ai vu des IA qui génèrent aussi des dashboards. Donc en fait, encore une fois, c'est pas quelque chose de très parfait. Voilà, c'est perfectible, mais ça va réagencer, on va dire, le menu ou ça va replacer les icônes ici ou ça va réagencer les cartes, et cetera. Donc encore une fois, ça va tout de suite te donner une idée en 2 secondes, quoi. Si tu as besoin de retravailler, si tu as besoin de faire plusieurs propositions à un client, c'est pas mal pratique. Il me semble que si ça vous intéresse, il y a Basti Hui, un designer que je suis moi sur YouTube, qui à un moment a fait une vidéo sur l'intelligence artificielle et qui teste justement ce genre d'outils pour notre métier. Donc je crois qu'il teste justement une intelligence artificielle sur des interfaces. Donc Mmh. allez voir si ça vous intéresse.
Ouais. Non, mais c'est fou ce qu'on peut faire. J'ai un discours de boomer, je sais. Du coup, j'ai lu un article hier qui disait, qu'il y a même des sites maintenant qui utilisent donc, une IA qui est capable du coup d'adapter en fait, les modules du site, les sections du site en fonction de l'utilisateur. C'est-à-dire que si tu as un mec de 18 à 24 ans, tu vas pas retrouver forcément le même contenu, et les mêmes pages et les mêmes propositions de vidéos, d'images, ce que tu veux, qu'une femme, de 25 à 30 ans, par exemple. Et bref, moi je trouve ça fou d'être hacké à ce point-là et d'être aussi précis du coup parce que ça remplit un peu le jeu de l'UX designer aussi, quoi.